Rendre hommage à Nelson Mandela, il faudrait des heures et des heures, tellement l'histoire est grande, tellement l'histoire est longue, tellement l'histoire a des, on va dire, des élans qui débouchent sur tous les aspects de la vie de façon générale. Nous avons, nous, décidé d'aborder le volet droits de l'homme, puisque c'était sa lutte au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle c'est Maître Drissa Traoré qui est notre invité, je rappelle, vice-président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Alors nous allons revenir justement en parlant des éléments qui ont caractérisé la vie de Nelson Mandela sur l'aspect refus de la vengeance. Oui, parce que il faut que les gens comprennent que Mandela a grandi, vécu dans un système ségrégationniste. Dans un système où il y avait d'un côté les Blancs et puis il y avait les Noirs de l'autre côté, il y avait les Métis et autres. Et donc c'était dans un système où les uns et les autres se regardaient en chien de faïence et donc chacun cherchait soit à préserver sa place, soit à prendre la place de l'autre. Et Mandela va en prison. Il est coupé de tout. Mais quand les choses évoluent avec, il est important à ce moment-là également d'apprécier ce que Frédéric de Klerk a fait. Oui. Parce que lui aussi, il a eu la grandeur d'esprit, en sachant évidemment que s'il y avait des élections démocratiques, il allait les perdre. Oui. Mais en même temps, cela est allé avec toute cette force que Mandela a montrée. Et quand Mandela est sorti, il aurait pu dire, les Blancs, ça suffit, vous avez tout eu, maintenant c'est le tour des Noirs. Mais cela, ça allait être la ségrégation dans l'autre sens. Or, lui, Donc des Noirs contre les Blancs. contre les Blancs. Ce d'autant plus que déjà, les Noirs sont plus nombreux que les Blancs. Et donc, ça allait être beaucoup plus grave. Mandela a voulu la nation arc-en-ciel, comme c'est indiqué. Tout à fait. La nation arc-en-ciel, donc là où chacun a sa place, chacun a la place qu'il mérite. Parce que lui, Mandela, étudiant, il a été radié de l'université. Et donc, il aurait pu vivre, grandir et mourir dans un township. Il a eu cette force de se battre, d'aller travailler dans un cabinet d'avocats en tant que commis. Mais, comme il a dit, il avait un idéal. C'était de pouvoir se battre pour que les êtres humains soient au même niveau. Il a fait des cours à distance pour avoir sa licence de droit pour devenir avocat, parce qu'évidemment, c'était le métier libéral qui permettait aux Noirs de pouvoir s'assumer et de pouvoir aider les autres. Et quand il est sorti de prison, il a conservé cela, aider les autres. Les autres, c'est blanc, c'est noir, c'est indien. Et donc, il a tué en lui, aussi bien en prison qu'à sa sortie, l'idée de se venger, de faire payer ce qu'il a subi. Et cela a montré beaucoup de résultats. L'Afrique du Sud aujourd'hui, on parle de moins en moins de ségrégation, de racisme. Oui. Alors, il a pris des décisions qui auraient pu le rendre impopulaire. Par exemple, dès son arrivée à la présidence, au palais présidentiel, il a assuré le personnel blanc qui était sur place qu'il resterait et que cette nouvelle présidence se ferait avec eux, avec le personnel, avec lui. Donc, il a également introduit dans la police qu'il avait donc, qui était constituée de noirs, des policiers blancs. Ça n'a pas toujours été bien apprécié. Et puis, il y a eu surtout cet élément relatif au sport, où il y avait eu la décision de la commission des sports de retirer donc les emblèmes des Springboks. Voilà, autant de décisions qui auraient pu le rendre impopulaire, mais il a pris le risque et il les a assumées. Oui, parce que Mandela visait une chose, c'était que les Sud-Africains se sentent Sud-Africains, qui ne se sentent ni blancs ni noirs. Donc, pour cela, il faudrait que chacun puisse avoir sa place ou chacun soit à sa place. Imaginez qu'il arrive, qu'il dise tous les blancs quittent la présidence. Cela veut dire qu'il installe une république de noirs. Or, lui, pour lui, c'était la république sud-africaine. Et en cela, donc, Mandela a toujours montré à chaque étape de sa vie qu'il avait une force intérieure. Et Mandela aussi savait communiquer. Parce que c'est vrai, on peut avoir un engagement, on peut avoir des idéaux, mais il faut pouvoir le communiquer à son peuple. Il n'a pas pris des décisions très brusques. Il a amené les populations noires à comprendre.
Et comme lui, Mandela, de sa vie, de son combat, les Noirs ne pouvaient pas l'accuser de trahison. Non. Parce que lui-même, il a été constant, fidèle, engagé. Et à partir de ce moment-là, sa vie se lisait comme l'engagement pour l'être humain. Parce que s'il était engagé dès le départ auprès des Noirs pour dire « nous allons prendre le pouvoir, nous nous battons pour nous-mêmes », évidemment, ça allait être considéré comme une trahison à la fin. C'est clair. Or, lui, il s'est battu pour l'être humain, pour le Sud-Africain. Et donc, l'ensemble de ces actes a amené les Sud-Africains à se considérer tous comme les Sud-Africains. On se rappelle de la Coupe du Monde de rugby, oui, qui était un sport quasiment blanc, mais Mandela était au milieu. Il est parti pour montrer que c'est l'Afrique du Sud. Ce n'est pas parce qu'il est blanc, ce n'est pas parce qu'il sera indien ou noir, mais c'est parce que c'est un Sud-Africain. Pour nous, c'est le symbole fort de l'unité, de l'union, pour que, ensemble, les enfants d'un État, d'une nation, puissent construire leur État et puissent atteindre leur idéal. Un acte que Mandela a posé qui vous a marqué personnellement? Oui, c'est surtout lorsque son fils est décédé en 2005 du sida. Vous savez, l'Afrique du Sud est un État où le taux de prévalence du VIH est très élevé, mais où le tabou de parler du sida est grand. Ou même on a entendu certains présidents après Mandela ironiser sur le VIH-Sida. Certains disent que le VIH-Sida pourrait même soigner à l'ail, au citron et j'en passe. Mais Mandela, quand son fils est décédé, l'icône de l'Afrique du Sud, j'allais dire l'icône du monde, ouais, il a déclaré, il a dit publiquement que son fils est décédé du sida. Ça peut paraître anodin, mais en même temps, ça interpelle que tout le monde est concerné par le sida, même Mandela lui-même. Ce qui montre le sérieux de cette pandémie, ce qui montre que chacun doit pouvoir être engagé pour le combattre. Et donc, au-delà de ce que lui-même, il a donné sa vie, il a même pu faire en sorte que le décès de son fils puisse être un moment important pour parler aux Sud-Africains, pour qu'ils puissent continuer à vivre longtemps, parce que s'ils ne changent pas d'hygiène de vie, de système de vie, évidemment, la pandémie pourrait le toucher. Ni grand, on n'est pas grand pour le sida, on n'est pas petit pour le sida, tout le monde est concerné. Et donc, c'est encore un symbole du don de soi de Mandela, dont toute la vie a été pour l'engagement de l'être humain. Maître Traoré, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme et cet angle a été choisi à dessein. C'est un exemple pour tous ceux qui s'engagent dans cette voie, la lutte pour bannir les inégalités. Merci à vous. Bonne commémoration à vous, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, ce sera jour de commémoration dans votre domaine, mais également pour tous ceux qui ont eu de l'admiration pour Nelson Mandela. Merci surtout à vous et à la RTI de pouvoir permettre de faire ce grand angle sur la vie de cet homme qui peut nous enseigner tous et qui doit nous enseigner tous la tolérance, le respect mutuel, le respect de l'autre. C'est cela qui doit être notre engagement au quotidien. On n'est pas petit, ne croyons pas que nous sommes dans le peuple, que nous ne pouvons pas le faire. Mandela est parti de bas, il est arrivé haut. On peut tous gravir les échelles pour arriver au sommet de l'histoire. Merci beaucoup. C'est une très belle conclusion avec laquelle nous allons suivre cette transition. Nous vous avons pendant longtemps parlé de la sélection de l'équipe nationale de pâtisserie. Mais cette sélection a eu lieu. Un petit résumé, juste pour vous donner une idée. Les pâtissiers les plus méritants pour la Coupe d'Afrique de pâtisserie au Maroc 2015 et le Mondial des arts sucrés en France en 2016 a eu lieu les 25 et 26 novembre 2014 à Abidjan. Le public venu massivement pour prendre une part active à ces journées s'impatiente de déguster et d'apprécier les différentes présentations. Sous l'œil vigilant du jury composé de M. Bruno Pastorelli, concepteur des arts sucrés et meilleur ouvrier de France, les candidats se mettent à la tâche. M. Serge Éric Yépier, président de la Fédération des pâtissiers de Côte d'Ivoire, nous explique mieux le but de ce concours. Il s'agit d'un concours national sur 2 volets pour représenter la Côte d'Ivoire
en mars 2015 à Casa pour la Coupe d'Afrique que nous sommes qualifiés. Nous irons pour la 14e Coupe du monde de pâtisserie. Le mondial des arts sucrés est une discipline qui, en fait, en réalité, demande une équipe mixte, un homme et une femme. Il y a des tireurs qui sont en train de compétir. Nous allons prendre encore les 4 premiers et ce concours se passera en 2016 à Paris. Bruno Pastorelli, par ailleurs, président du jury ce jour, nous donne ses impressions sur cette sélection organisée en Côte d'Ivoire. Au niveau des fabrications, donc on a quand même des jeunes espoirs, aussi bien féminins que masculins dans la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Je suis assez surpris par la qualité du travail qui est produit, parce que donc on voit quand même des pièces qui sont assez jolies, avec, pour reconnaître le peu de moyens qu'ils ont pour les faire. Ils arrivent à faire des jolis chefs-d'œuvre quand même, aussi bien en chocolat qu'en sucre. Les attentes, c'est de voir une équipe de Côte d'Ivoire pour le prochain mondial à Paris. Voici aussi les avis et réactions du public. La fait passer dans cette vision-là de professionnaliser effectivement la pâtisserie en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est des choses à encourager. Je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait, parce que ça nous a permis aujourd'hui de voir ce qu'on peut réaliser avec le chocolat et puis le sucre. Nous sommes venus assister à la compétition de l'art en pâtisserie. Et comme nous sommes des élèves, nous devons se frotter aux vedettes de la pâtisserie en Côte d'Ivoire pour pouvoir évoluer. Oui, ça nous permet d'apprendre d'autres choses et ça nous permet aussi de savoir nous tenir si jamais on a la possibilité d'aller en compétition aussi. La compétition s'articulait autour de 2 grandes disciplines, à savoir le chocolat et le sucre. 4 candidats ont été retenus pour la Coupe d'Afrique de pâtisserie au Maroc en 2015. Dans la catégorie chocolat, Gueye, Guillaume et Tan Nadir se sont distingués. Yassemon Jean-Marie et Kwao Kofi Maurice ont été les choix du jury dans la catégorie sucre. Pour le mondial des arts sucrés, sont sortis vainqueurs de cette compétition en chocolat Kewende Laurette et Nessemon Christelle. Pour le sucre, ce sont Kwao Maurice et Diabaté Alpha qui ont eu la préférence du jury. Toutes nos félicitations, comment vous sentez-vous? Je suis très heureux. Je pense pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Sorti de cette compétition vainqueur, je suis très heureux, très ému. Mais le plus dur reste à faire. Se mettre au travail, et beaucoup travailler, beaucoup se perfectionner parce que pour aller compétir à une compétition mondiale, ce n'est pas aussi facile. Nous allons nous mettre au travail. Je suis encore sous l'effet de l'émotion parce que vraiment je ne m'y attendais pas. Et je compte vraiment faire de mon mieux, faire tout ce qui est à mon pouvoir pour rehausser en pâtisserie bien sûr les couleurs de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire merci à tous ceux qui vont nous soutenir pour qu'on aille compétir pour la Côte d'Ivoire, pour les arts sucrés en 2015. Je vais donner le meilleur de moi-même puisque je vais représenter la Côte d'Ivoire qui est mon pays. Je vais donner le meilleur de moi-même pour que nous puissions revenir avec la victoire et la coupe pour montrer à toute la nation ivoirienne que les pâtissiers sont là et ils sont capables de beaucoup de choses. La compétition des arts de la pâtisserie existe depuis 8 ans et est à sa 4e édition. Souhaitons bonne chance à nos chers pâtissiers. Vive la pâtisserie! Félicitations donc aux lauréats et vive la préparation pour les différentes étapes de compétition. Parlons à présent activités subaquatiques. Et là, nous sommes dans l'eau. Un pingouin, c'est toujours bon pour se guider. Kokora Michel Arcangel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec lui, nous allons parler de la sécurisation des puits. Mais avant, on va peut-être rappeler ses qualités. Il est plongeur, apnéiste. Et puis là, ce matin, il nous a mystifié avec scaphandrier. Oui, le scaphandrier, c'est le plongeur aussi. Mais là, il utilise tout un matériel pour aller sous l'eau.
La différence entre l'apnéiste, lui, il se prive de sa respiration. Et il n'a pas d'autres éléments voilà. pour respirer. Maintenant, le scaphandrier, c'est tout un appareillage qu'il utilise pour aller sous l'eau. Les bouteilles d'oxygène et tout ça. Les bouteilles d'oxygène. Et là, lui, on dit scaphandrier autonome. Voilà, donc on aurait dû compléter. Oui, le donc plongeur, scaphandrier. Oui, quand on dit scaphandrier, ça va, mais on dit autonome parce que là, il est beaucoup plus libre. Voilà, il n'a pas besoin d'aide particulière. Non, non. D'accord. Alors, nous parlons de sécurisation des puits ce matin. Oui, c'est vrai, il faudrait que nous parlons des puits. Quand on regarde aujourd'hui, on dit qu'il aura peut-être d'ici 2015 des grands châteaux, mais quand il aura aussi des pannes, des pénuries d'eau, on va faire recours aux puits. Et nous savons que même en plein Abidjan, on a des puits même dans des villas. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va vers les puits quand il n'y a pas de l'eau. Mais en même temps, il faudrait qu'on parle de la sécurité des puits. La sécurité des puits parce que nous parlons de tout ce qui est accident de noyade. Quelqu'un dira, Pingouin, il parle de l'eau, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec les puits? Nous faisons les interventions dans les puits. Parce que dans les puits, on a des cas de noyade. À partir du moment où il y a de l'eau, quand quelqu'un tombe accidentellement et fait une chute dans un puits, il se retrouve au fond de l'eau. Donc, il y a la chute qui peut amener la victime à perdre connaissance. Qui est déjà dangereuse. Voilà, par rapport à la profondeur du puits. Et puis maintenant, il y a la noyade qui suit. Donc, voilà, c'est ces deux cas-là. Donc, il faut que nous sécurisons les puits. Les gens construisent les puits n'importe comment. En principe, un puits, c'est quelque chose qui donne de l'eau. Où on parle de l'eau, on parle d'hygiène, on parle de sécurité même. Vous voyez que les gens font des puits où la paroi est trop petite. C'est-à-dire le tout même. Le tout même. Généralement, c'est un puits, un puits même si, c'est généralement en forme cylindrique. Voilà, où on reçoit de l'eau par nappe souterraine. Mais il ne faudrait pas faire les puits n'importe comment. Il ne faudrait pas les creuser partout. Parce que vous pouvez creuser des puits où, en même temps, vous allez vous retrouver avec des câbles en dessous ou des câbles. Voilà. Là, par exemple, sur l'image que nous avons, voilà, vous voyez que ça, c'est un puits qui est très, très dangereux. Il est juste à la sortie de la maison. Voilà, de la maison. Et vous voyez que la paroi fait peut-être 20-30 cm de hauteur. De hauteur. Mais si quelqu'un peut tomber dans ce puits. Un enfant déjà qui fait les 4 pattes peut être distrait. Et c'est un endroit assez passant dans la cour, quand même, à la sortie d'une maison. Oui, généralement, les puits se trouvent dans presque plusieurs cours communes, on trouve des puits. C'est bien, oui, mais il y a des risques lorsque le puits est mal construit comme ça. Voilà. D'abord, c'est pour les enfants, les tout petits d'abord. Et les puits, les enfants sont beaucoup attirés par les puits parce qu'ils veulent imiter les parents qui sont en train de puiser. Il y a un seau qui est là, la puisette. Quand le petit ou bien la petite, elle voit peut-être la mère ou le parent en train de prendre de l'eau, il est impressionné, il va vouloir jouer le rôle de la maman et il va se retrouver dans le puits. Or, si les bordures montaient à plus de 1 mètre, je pense que... Donc, en fait, il faut faire attention. On a creusé son puits, c'est vrai, mais en termes de rebord, il faut que ce soit suffisamment haut pour que la moindre chute n'entraîne pas l'entrée à l'intérieur. Même pas seulement les enfants. Vous savez qu'il y a eu une compétition, quelqu'un criait victoire et il est tombé dans un puits. D'accord. Voilà. Dans une cour, à quel endroit est-ce qu'on doit mettre un puits? Un puits, il ne faudrait pas trop centrer le puits. Parce que, on dit couramment cour commune, les gens aiment mettre les puits au beau milieu de la cour. Il faut mettre le puits à côté. Il faut sécuriser le puits. Donc, dans un endroit à l'écart, où on ne passe pas tout le temps, où les enfants n'ont pas forcément accès pour éviter des chutes accidentelles. Merci. D'accord. Donc, ça, c'est déjà la position du puits dans la cour. Et après, deuxième élément, il faut fermer le puits. La hauteur, déjà, je pense. La hauteur, déjà, ça, c'est bien la hauteur. Voilà, maintenant, après, il faut mettre une couverture. Il faut qu'il y ait un couvercle. Voilà, une couverture, un couvercle pour que rien ne tombe là-dedans. Parce que des fois, on se retrouve, il y a des puits où on voit les animaux. Ah oui, parce que ça reste ouvert. Voilà, ça reste ouvert. Voilà, l'humidité, un reptile peut tomber là-dedans, il va se décomposer déjà. Voilà, donc une hauteur qui peut être conseillée. Un peu plus que ça, c'est pas mal, mais déjà, vous voyez que les bordures déjà sont... L'enfant dépasse déjà les bordures. Le poids du seau peut entraîner l'enfant. Ah oui. Parce que le poids, ça c'est un seau de 5 litres. Oui.
Hein, si je ne me trompe pas, c'est un seau de 5 litres. Sinon plus. Ouais, plus. Et l'enfant, si le seau est trop rempli, il peut se retrouver lui-même dans le puits. Donc en fait, le rebord, c'est pour éviter ou permettre à la personne qui prend l'eau de pouvoir s'agripper éventuellement si on est entraîné par le poids de sa charge d'eau. Voilà. Et ça, c'est un puits qui n'est pas couvert. Bon, il y a une couverture, mais ce n'est pas ce genre de couverture qu'il demande peut-être. Oui, non. Il y a des couvertures même qui sont, en tout cas, avec une pommelle. Il y a des puits même qu'on retrouve avec des cadenas là-dessus. Il y a des heures où on ferme les puits. Tout à fait. Tout à fait. J'ai vu dans plein de communes où les gens s'associent pour vraiment aménager les puits, pour sécuriser les puits. D'accord. Voilà. Donc, 3 éléments, je pense, sur lesquels on insiste. C'est déjà la position du puits dans l'espace où il est exploité. Voilà. Deuxième élément, c'est la construction. Donc, il faut que le rebord soit suffisamment élevé, au moins 1 mètre. Au moins 1 mètre, sinon plus pour éviter donc tous les risques d'être entraîné par la charge d'eau. Et puis, le troisième élément, il faut que le puits soit couvert. D'accord. Propre aux alentours aussi. Les alentours, parce pas que ce soit qui parle de puits, parle de l'eau. Voilà une image. Est-ce qu'elle convient? Oui, ça c'est un puits qui a plus d'un siècle. Hein. Ça c'est un puits de Sabassam. C'est le musée du costume, juste à l'arrière du musée. Voilà, les gens visitent. Donc déjà, ce n'est pas un endroit où on passe énormément. Oui, mais il faut dire que ce puits, il est beaucoup plus ancien que les autres puits qu'on voit actuellement. Mais regardez comment il est bien propre. Il est couvert, voyez. Et il est haut. Il est haut. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour, on a attiré l'attention. Ça, c'est le puits du gouverneur. D'accord. On a attiré l'attention donc de tous nos téléspectateurs. Pour ceux, en tout cas, qui ont un puits dans leur environnement, voilà les 3 éléments auxquels il va falloir faire très attention. Merci beaucoup. Judith Assoumou reprend l'antenne et nous revenons avec nos invités d'ici. La femme au sein de l'église Aris est choriste. La femme au sein de l'église Aris évangélise. Les femmes veulent jouer un rôle essentiel dans le développement de l'église Aris. Elles ont créé depuis 1975 plusieurs associations. Désormais, c'est Sabine Kouassi qui est la présidente de l'Union des Aris de Yopougon. Elle a la tâche de faire l'œuvre du Seigneur. Avec les sœurs, il faut vraiment qu'il y ait une cohésion. Il faut que entre nous, nous attendons. Mon ambition, c'est que nos sœurs, nos jeunes filles prennent à bras le corps le travail de Dieu. Généreuse, serviable, humble, Sabine fait la fierté de tous. Depuis 1990, nous collaborons, nous travaillons avec Mme Amisan Sabine, qui est une brave femme, qui a l'esprit d'unité, d'union. On a bien choisi. Et nous pensons que Dieu fera en sorte que sa mission, la mission à laquelle elle a été confiée, Dieu lui-même fasse le travail à sa place. On la souhaite bon vent et que Dieu l'aide dans cette grande mission. Le prédicateur a exhorté les femmes, à l'image de Déborah et d'Esther, à être des femmes engagées, justes et sages. Soyez des modèles à tous les niveaux. Au niveau de l'église, au foyer et partout, a-t-il conclu. Après l'homélie, place aux louanges et aux bénédictions. L'église Aris a été fondée au début du XXe siècle par Williams Ouadé Aris. Retour sur notre plateau, comme indiqué, nous sommes en compagnie de nos invités DCM et celui qui ouvre la marche, c'est Monsieur Aka Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et médiateur du groupe Fratmat. Tout à fait. Et avec vous, nous parlons de ce cinquantenaire qui a été annoncé tout à l'heure. Exactement, exactement, parce que aujourd'hui,
nous faisons l'ouverture officielle, n'est-ce pas, des festivités marquant le 50e anniversaire du groupe Fraternité Matin. Et donc, si vous passez là tout à l'heure, vous allez voir tous les décors plantés. Et à 9h, nous allons commencer à recevoir tous nos invités, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Kibafouri Guillaume, qui est le haut patron de la célébration, suivi du gouverneur du district Begré Mambé, qui est le parrain, et de la présidence assurée par Madame le ministre de la Communication. Donc le ministère de tutelle. Voilà. Alors, ce matin, donc, on va commencer par la cérémonie de planting de 50 arbres, qui symbolise, n'est-ce pas, les 50 années de Fraternité Matin. Et puis, la cérémonie de planting aura lieu où? Toujours à Fraternité Matin. Il y a un espace qui a été aménagé pour ça, qui va nous servir plus tard de jardin de repos, un jardin botanique, voilà, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la cérémonie, on va dire, d'ouverture des festivités. Oui, et l'après-midi, aujourd'hui, l'après-midi, sur le parvis du district d'Abidjan, nous allons avoir une exposition des œuvres, c'est-à-dire des photos, une exposition photographique montrant plutôt les œuvres du président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire et le fondateur de ce groupe Fraternité Matin. D'accord, ça c'est pour cet après-midi. Ensuite, le 9, qui est la journée, c'est-à-dire le jour d'anniversaire, parce que les locaux de Fratmat ont été inaugurés le 7 décembre, et le 9 décembre, nous avons eu la parution de ce premier numéro que nous avons encore dans nos archives. Wow. Oui, s'il y a des gens qui veulent s'en procurer, dans nos archives, ils peuvent bien avoir le tout premier numéro du groupe Fraternité Matin. D'accord. Voilà. Et ce 9-là, il y aura donc une cérémonie d'honneur et d'hommage à tous nos anciens et à ceux-là même qui sont présents aujourd'hui à Fraternité Matin par des cérémonies de décoration. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est pour le 9. Il faut rappeler que la période de célébration du cinquantenaire, c'est du 5 au 12 décembre. Tout à fait. Et même au-delà, même du 10 au 11, il y aura ce qu'on appelle le Forum international qui va regrouper tous les éditeurs et tous les journalistes du monde entier. C'est une grande première pour Fraternité Matin. C'est un pari que Fraternité Matin se lance. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Akalambert, on va donc inviter l'ensemble des lecteurs, des curieux, des téléspectateurs de RTI 1 à venir à cette célébration. Tout à fait. Nous ouvrons nos portes et tout le monde y est invité. Venez donc partager la joie, n'est-ce pas, de ce premier quotidien ivoirien. La tradition, c'est de terminer par le numéro de téléphone. Oui, c'est le 20 37 06 66. Voilà, le numéro donc de téléphone pour joindre Fratmat, 20 37 06 66. Je rappelle que nous parlons donc des festivités du cinquantenaire de Fratmat avec M. Akalambert. D'ailleurs, c'est marqué par le pagne que je porte. J'ai failli dire, vous avez un très beau pagne et vous le portez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Akam. Michel Oulaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FENOP Jersey. Oui. Avec vous, nous avons votre chargée de communication, Mademoiselle Guy Rachel. Oui. Gay, c'est gay, hein? Oui. D'accord. Donc, c'est FENOP Jersey. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? La FENOP Jersey signifie Fédération nationale des organisations professionnelles de jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. Ah, de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quels sont vos objectifs? Pourquoi cette fédération a été créée? Bon, comme nous avons dit tous les jours, la fédération a été créée pour apporter un plus, avoir un relais réel de l'État sur le terrain. Elle a été créée pour encadrer, orienter, éduquer les jeunes au civisme, à l'éducation économique, et pour l'épanouissement social et économique des jeunes en milieu rural. D'accord. Avec votre chargé de communication, on va peut-être revenir sur le fait que vous avez prévu en ce moment l'élection de présidents de village et de sous-préfecture. Oui. De quoi il s'agit? Alors, excusez-moi, l'élection des présidents des villages et sous-préfectures consiste à organiser la jeunesse du milieu rural. D'accord. Dans chaque village, il y aura des élections pour que vous ayez un président auprès de qui vous adressez chaque fois que vous avez des préoccupations. Donc, vous déposez votre candidature à l'agence ANADER de votre localité, munie de la photocopie de votre pièce d'identité et de la somme de 10 000 francs. D'accord. Donc, pour les villages et pour les sous-préfectures. Oui.
D'accord. Et il va y avoir une tournée, c'est ça, pour présenter la FENOP Jersey? La FENOP est déjà connue. Jusqu'en 2002, et même jusqu'à maintenant, la FENOP est connue sur le territoire national. Alors, seulement, vu l'ampleur que les choses commencent à prendre, nous avons cru qu'au départ, suite à tout ce que nous avons traversé, les jeunes avaient baissé le bras. Mais jusqu'à hier, les téléphones sonnaient jusqu'à minuit, où le délai que nous avons donné aux jeunes pour finaliser, ils ont demandé que nous reportons légèrement. Nous leur avons, après le conseil d'administration d'urgence, nous avons décidé de repousser la date de dépôt de leur dossier jusqu'au 10 décembre. Et le 11, ils vont faire les élections. Là, nous ne pouvons plus, pour des raisons de respecter notre statut, nous serons obligés d'accepter jusqu'au 10 décembre. Et le 11, ils vont essayer de faire leur élection. Mais le programme des élections des sous-préfectures reste toujours en vigueur. Et le dépôt des dossiers aussi pour le Congrès national aussi reste toujours en vigueur, mais seulement c'est la modification légère que nous venons d'apporter en leur accordant un délai supplémentaire jusqu'au 10 décembre et le 11 ils vont faire leur élection. D'accord, donc on a encore la possibilité de s'inscrire, de constituer son dossier et de le déposer dans l'agence ANADER, on a dit, de la localité où on est. On va peut-être donner des numéros de téléphone pour ceux qui ont besoin de précision, qui ont besoin d'avoir de plus amples informations. D'accord, je vais laisser le président donner les contacts. Bon, pour avoir toutes les informations, ils ont déjà les numéros, mais je répète un peu que peuvent appeler au 09 97 17 11. Ils peuvent aussi appeler, comment on appelle le 47 74 84 53. Exactement. Donc on a bien dit 47 74 84 53. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Président et Madame la chargée de communication. Je rappelle tous les deux, vous étiez là pour parler des activités de la FENOP Jersey. Exact. Monsieur Dosso Samba, bonjour.